Bonjour à toutes et à tous, donc Jean Perment, je suis conseiller en nutrition humaine, j'ai un DU en alimentation, santé et micronutrition. Donc qu'est-ce que la sarcopénie? Donc rapidement, la sarcopénie, c'est un syndrome qui est caractérisé ici par une perte progressive de la masse, de la force et des fonctions musculaires. Donc la sarcopénie est souvent liée à l'âge, mais c'est très possible qu'elle survienne dans le cas de pathologies, donc toutes les pathologies qui vont provoquer un hypercatabolisme, par exemple, comme par exemple la maladie de Crohn. Donc là, c'est possible que nos patients sont atteints de sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est une importante cause d'invalidité chez la personne âgée. C'est un véritable problème de santé publique aujourd'hui, et c'est aussi un facteur de gravité de la dénutrition. Donc, en ce qui concerne les indicateurs du BioDXpert qui sont à utiliser pour les patients sarcopéniques, donc vous allez retrouver tout d'abord la masse musculaire squelettique. Donc, pour rappel, c'est l'ensemble des muscles rattachés au squelette. Donc, les muscles sont composés majoritairement d'eau et de protéines. Donc, vous avez la valeur calculée comparée à la référence estimée ici. Donc, chez les patients sarcopéniques, vous allez forcément observer une diminution de cette masse musculaire squelettique. Donc, ce qui est bien avec cet indicateur, c'est que vous allez pouvoir ici quantifier la réduction de la masse musculaire. Donc, pourquoi je l'ai mis en bleu, c'est que dans les nouveaux nouveaux critères de dénutrition de la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne la dénutrition, donc ces critères qui sont parus en novembre 2019, donc il a été mentionné la réduction quantifiée de cette masse musculaire. Et grâce à cet indicateur, vous allez pouvoir quantifier. Donc, c'est aussi très intéressant chez vos patients de regarder le rapport sur la masse hors graisse. Je le répète à chaque fois. Donc, c'est vraiment ici. Donc, on ne va pas comparer la masse musculaire de la personne par rapport à une référence. On va comparer ici la masse musculaire de la personne par rapport à la masse hors graisse, c'est-à-dire au poids de la personne moins sans sa masse grasse. Ici, les valeurs de référence sont 49% minimum chez les femmes et 51% minimum chez les hommes. Et bien sûr, chez les patients sarcopéniques, il est très probable que cette valeur soit en dessous de ces valeurs. Donc ici, c'est un premier indicateur qui peut orienter vers un risque. On va retrouver également la masse musculaire squelettique des membres. Donc ici, c'est vraiment l'indicateur spécifique à la sarcopénie. Donc ici, on va quantifier le poids des muscles que l'on a au niveau des membres, donc au niveau des bras, des jambes et une partie des fessiers. Donc ce qui est bien au niveau de cet indicateur, c'est que vous allez retrouver l'index ASMI. Donc l'index ASMI, c'est un index qui est utilisé dans le dépistage de la sarcopénie. Donc il a été préconisé également par la Haute Autorité de Santé. Donc là, nous allons tout simplement reprendre le poids de la masse musculaire squelettique des membres ici sur la taille au carré. Donc, en fonction de la valeur de cet index, notre patient sera diagnostiqué sarcopénique ou non. Donc, pour les hommes, la limite inférieure, la limite est de 7,26 et chez les femmes, c'est de 5,45. Donc, pour la sarcopénie, c'est l'indicateur qu'il faut regarder. C'est vraiment ici qu'on va pouvoir poser le diagnostic de sarcopénie. Vous allez retrouver également la masse hors graisse. Donc la masse hors graisse, si on va prendre le poids de la personne, on enlève le poids de la masse grasse. Donc la masse grasse sec, on a ici tout le poids des protéines, de l'eau et de tous les minéraux. Donc ce qui est bien au niveau de cet indicateur, c'est que vous retrouvez l'index FFMI, qui est ici. Donc c'est l'indice de masse maigre ici. Donc c'est un indicateur qui est alternatif à l'IMC. Donc il va tenir compte ici de la masse musculaire de la personne. Donc ici, pour le calcul, c'est assez simple, c'est la masse en graisse sur la taille au carré. Donc ici, cet index est utilisé dans le dépistage de la dénutrition. Donc c'est un critère qui a été préconisé dans l'aide au dépistage de la dénutrition, donc préconisé par la Haute Autorité de Santé. Donc en ce qui concerne les limites, donc elles sont toujours indiquées sur le BioDXpert, sur les indicateurs. Donc c'est 15 pour les femmes et 17 chez les hommes. Donc il ne faut pas que cet index soit inférieur à cette limite. Pour nos patients sarcopéniques, on regardera également l'indicateur masse sèche hors graisse. Donc, je rappelle, c'est le poids des protéines et des minéraux qui sont contenus dans le corps. Donc, vous avez à un instant T, ce qui est bien de faire, c'est de regarder la valeur calculée et de la comparer à la référence estimée pour voir comment les réserves protidiques se situent à l'instant de la prise de mesure avec l'écart théorique et la jauge de couleur.
Et si vous avez plusieurs mesures, ce qui serait intéressant de faire, c'est de regarder surtout l'historique de cette masse sèche sur graisse. Si vous observez une déperdition assez importante au cours des mesures, c'est-à-dire que la personne vient puiser son énergie au niveau des réserves protidiques, et ça peut être là aussi, ça peut aider au diagnostic donc, de sarcopénie, une diminution des réserves protidiques, donc diminution de la masse musculaire, et par conséquent, la masse musculaire squelettique des membres diminue également. La masse cellulaire active à côté, donc ici, c'est l'ensemble des cellules actives du corps. Donc toutes les cellules, hormis les cellules du tissu adipeux et les cellules du tissu osseux. Donc on va retrouver dans cet indicateur également les cellules musculaires. Donc s'il y a une diminution du tissu, de la masse musculaire squelettique, il y aura forcément une diminution de la masse cellulaire active. Donc les cellules sont composées majoritairement d'eau et de protéines. Donc forcément, s'il y a une diminution, donc comme je vous ai dit tout à l'heure que les muscles étaient composés majoritairement d'eau et de protéines, donc si on perd de la masse musculaire squelettique, forcément la masse cellulaire active va diminuer en parallèle. Donc vous avez 2 jauges pour évaluer assez rapidement cette masse cellulaire active. Donc le BCM qui va refléter plus la qualité et la quantité de substrat énergétique, donc ça va être beaucoup plus parlant au niveau des protéines contenues au niveau cellulaire. Et vous avez en dessous donc la jauge ICW, qui, elle, reprend la quantité d'eau intracellulaire. Donc forcément, si notre masse musculaire diminue, forcément le BCM va diminuer et l'eau intracellulaire également. On va pouvoir quantifier d'une façon assez précise cette quantité de protéines avec la masse protéique métabolique. Donc ici, ce qui est bien de faire, c'est de comparer la valeur calculée à la référence estimée. Et si on observe une diminution aussi importante, donc ce sera cohérent entre la diminution de la masse musculaire squelettique, la diminution de la masse cellulaire active et la masse protéique métabolique par conséquent. Voilà pour les indicateurs à utiliser dans l'aide au dépistage de la sarcopénie. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Pierre qui va nous parler plus en détail de la sarcopénie, de son utilisation au quotidien et comment il s'en sert pour dépister la sarcopénie. Donc Jean-Pierre, je vais juste partager alors le document. Donc pendant que Salomé partage ma présentation, donc l'objectif des minutes qui nous restent, c'est de vous faire part de mon expérience dans la prise en charge de patients sarcopéniques. Dans la mesure où ça fait maintenant environ 20 ans que je m'occupe de nutrition et que j'ai un dada particulier pour la prise en charge de la sarcopénie. Dans les consultations que j'ai, je dois bien reconnaître que j'ai quand même une grande partie de ma patientèle qui est plutôt 50+. Et que dans ce contexte-là, il est évident que suivre, quelle que soit la raison pour laquelle le patient vient me consulter, je ne fais aucune consultation sans faire de toute façon une mesure de composition corporelle parce qu'elle peut m'apporter énormément d'informations, non seulement évidemment sur le plan de la santé musculaire du patient que j'ai en face de moi, mais par rapport à d'autres facteurs qui pourraient par exemple expliquer une inflammation, qui pourraient expliquer une fatigue chronique. Et donc, nous allons parcourir, diapo suivante, Salomé. Donc, on va parcourir, si vous voulez bien, les différents éléments qui montrent tout d'abord l'importance de cette problématique de la sarcopénie, diapo suivante, et qui montrent que quand on voit l'évolution de l'espérance de vie au cours pratiquement des 200 dernières années, hormis les 2 phénomènes de guerre mondiale, on voit que l'espérance de vie va croissant. Donc clairement, il y a une augmentation de la quantité des années de vie. La question qui peut se poser, c'est qu'en est-il de la qualité de vie quand on prend de l'âge. Diapo suivante. Et c'est intéressant de voir qu'une étude qui a été publiée par Eurostat en 2017 et qui montre le nombre d'années ou l'espérance de nombre d'années de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans, mais on voit qu'en France, à partir de 65 ans, on a une espérance de vie d'environ 10 ans en bonne santé, ce qui est évidemment très inquiétant quand on sait que aujourd'hui l'espérance de vie
hommes et femmes confondus, se rapprochent et même dépassé les 80 ans, et que l'on voit que l'on vit de plus en plus vieux. Alors c'est très bien si on vit de plus en plus vieux, mais si on voit que le nombre d'années en bonne santé ne dépasse pas les 75 ans, ben, il y a de quoi se poser évidemment un certain nombre de questions quant à savoir ce que l'on peut faire sur le plan, entre autres, de la nutrition pour améliorer ces années qui nous attendent. Diapo suivante. On voit ici d'ailleurs que ce vieillissement démographique ne sera pas sans conséquences au niveau je dirais, des budgets de soins de santé, parce que quand on regarde, par exemple, le Japon, qui est un pays particulièrement intéressant, on voit la boule bleue qui nous montre aujourd'hui le nombre de personnes retraitées pour 100 actifs, et on voit qu'aujourd'hui, déjà, au Japon, il y a environ un peu plus de 50 retraités pour 100 actifs, et que d'ici je dirais à 2050, il y aura 81 retraités pour 100 actifs. Donc, le poids des actifs pour financer non seulement les pensions, mais les soins de santé devient véritablement inquiétant. Et quand on regarde la situation des pays qui nous environnent, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, on voit que globalement, la France se situe raisonnablement bien, puisqu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de 40 retraités pour 100 actifs, mais que d'ici quelques années, on sera à 55, donc pratiquement la moitié. Donc, il est clair que la charge financière risque de peser de plus en plus lourd pour l'ensemble de la population. Diapo suivante. Autre manière de nous sensibiliser à l'importance du vieillissement, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres publiés par l'INSEE en 2017, on voit que la tranche des 85 ans et plus a connu un facteur x10 par rapport aux années 50. Il y avait 201 000 personnes de plus de 85 ans en 1950. Il y en a plus de 2 millions en 2020. On nous en annonce encore un peu plus dans les années 2030. Donc on voit clairement que c'est un problème qui est important, surtout quand on sait qu'actuellement, nous ne vivrions que jusqu'à 75 ans en bonne santé, qu'au-delà de ça, ça devient relativement compliqué. Diapo suivante. Et donc, pour les plus de 60 ans, voilà, les perspectives à moins de 10 ans, c'est qu'en 2030, les plus de 60 ans représenteront environ 33% de notre population en France. Donc, il faut véritablement y être très attentif. Diapo suivante. Et face à ce vieillissement, il y a différentes théories qui ont été énoncées, qui peuvent expliquer les théories du vieillissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On parle de la théorie du stress. Du stress et du stress oxydant en particulier, les phénomènes d'inflammation, d'oxydation, la théorie des cytokines pro-inflammatoires, de l'ADN endommagé. Voilà, il y a un ensemble de théories qui circulent, qui ont des fondements extrêmement intéressants. En tout cas, il y a un élément qui est commun à l'ensemble de ces théories, diapo suivante, c'est qu'il y a manifestement une problématique d'inflammation, qu'elle soit de bas grade ou une inflammation systémique, mais en tout cas, généralement un phénomène d'inflammation dont on se pose la question de savoir où est l'œuf, où est la poule. Est-ce que c'est le stress qui entraîne l'inflammation et à son tour l'inflammation exacerbée qui va renforcer les phénomènes de stress? Il n'en demeure pas moins que la prise en charge, je dirais, d'une inflammation, certainement si elle est de bas grade ou systémique, sera un des premiers créneaux sur lesquels, en tant que thérapeute, il faudra bien entendu intervenir. Diapo suivante. On constate donc que face à tout ça, il y a un ensemble de pathologies qui vont se déclarer à l'âge de la cinquantaine, et voilà, on va se poser la question de savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Diapo suivante. Le trépied de la santé, diapo suivante, elle repose sur 3 éléments, l'activité physique, le sommeil et la nutrition. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder les 2 premiers points que sont l'activité physique et le sommeil. Je vais plutôt me focaliser sur la partie nutrition. Diapo suivante. Diapo qui montre que pour concourir à avoir un vieillissement réussi, un vieillissement en bonne santé, un vieillissement qui dépasse, je dirais, la barrière des 75 ans, il y a un élément dont on parle très très peu, c'est le maintien d'une masse musculaire en bonne santé. Et donc Salomé nous a montré les indicateurs qui sont très utiles et que j'utilise, je dirais, en routine lors de mes consultations, mais concrètement, peu est dit et fait concernant la prise en charge de la masse musculaire. Et donc je vous propose maintenant, diapo suivante, de voir concrètement ce que l'on peut faire pour
prendre en charge ce cercle vicieux de la sarcopénie, hein, comme on le voit ici, où lorsqu'une sarcopénie s'installe, ben on l'a vu de par la définition qu'a reprise Salomé, on va avoir une diminution non seulement de la masse, mais de la force musculaire, une diminution des capacités respiratoires. Et quand on a une diminution de la force et des capacités respiratoires, ça peut bien entendu entraîner un sentiment d'un manque d'équilibre, de difficulté à la marche. Et si on se sent peu sûr lorsqu'on se déplace, ben ça va renforcer un niveau d'inactivité qui va se compléter d'un élément de dénutrition et dont on voit qu'on rentre clairement dans ce cercle vicieux de sarcopénie qui accélère des phénomènes de vieillissement. Diapo suivante. Et que donc la définition qui en a été faite, vous voyez, c'est une définition qui remonte à 2010, hein, donc c'est pas tellement longtemps que ce syndrome a été défini, et la sarcopénie donc est définie comme une perte progressive, hein, donc c'est pas du jour au lendemain, on va le voir d'ailleurs sur les diapos qui vont suivre, mais une perte progressive et généralisée, à la fois de la masse, que l'on peut mesurer grâce au BioDi-Expert, mais également de la force, avec un risque d'effets secondaires délétères qui peuvent entraîner un certain nombre d'handicaps physiques et qui peuvent conduire malheureusement jusqu'à la mort. Donc on voit que c'est un syndrome qu'il est important de bien prendre en charge. Diapo suivante. On voit, comme je l'indiquais, que ce n'est pas un phénomène brutal, c'est quelque chose de progressif et qui généralement s'installe aux alentours de 50 ans. On le voit ici, une perte qui peut déjà démarrer un tout petit peu plus tôt, mais en général, on estime que chez l'homme, ça peut être un tout petit peu retardé, chez la femme, en fonction de l'apparition de la ménopause, éventuellement à un âge un petit peu plus avancé, où ça pourrait déjà démarrer aux alentours de 40 ans, mais on estime que c'est aux alentours de 50 ans essentiellement que la perte de masse musculaire va s'installer, surtout s'accélérer. Diapo suivante, qui va non seulement s'accélérer, mais qui va également montrer qu'à 65 ans, si rien n'est fait, ben nous aurons perdu environ entre 8 dans le meilleur des cas et 27% dans des cas moins agréables de notre masse musculaire par rapport à l'âge de 40 ans. Donc vous voyez qu'en 25 ans, on a un risque de perte qui peut aller jusqu'à un quart de notre masse musculaire. Donc clairement, il y a quelque chose qui doit être entamé. Diapo suivante. Et que quand il y a une perte de masse musculaire, on le voit d'ailleurs ici en voyant par tranche d'âge, un transfert de la masse musculaire vers la masse grasse. Et c'est pour ça que l'indice de masse corporelle est évidemment un trompe-l'œil, parce qu'on peut ne pas voir une diminution du poids de la masse pondérale lorsqu'on se pèse, même avec des balances, je dirais, de précision, parce qu'on ne voit pas justement ce déséquilibre s'installer en défaveur de la masse musculaire au profit de la masse grasse. Et c'est tout l'intérêt, évidemment, de la bioimpédance-métrie multifréquence, c'est de pouvoir distinguer ces grands agrégats de masse grasse et de masse musculaire. Diapo suivante. On voit d'ailleurs que cette perte de masse musculaire peut être accélérée en fonction de pathologies dont souffre le patient. Et on voit d'ailleurs que les patients qui souffrent de diabète, et en particulier de diabète de type 2, sont beaucoup plus à risque de fonte musculaire que chez des patients qui, malgré leur prise en âge, ont continué à avoir de l'activité physique, mener des exercices, et particulièrement des exercices contre-résistance qui permettent de limiter de manière quand même singulière la perte de masse musculaire par rapport à des patients diabétiques et qui ne feraient pas d'exercice physique régulier contre résistance. Diapo suivante. On voit d'ailleurs ici avec des clichés partant du haut vers le bas où on voit que par rapport à une même masse, je dirais, d'un tissu, on voit qu'à l'intérieur, il y a, je dirais, une partie, un contour blanc qui s'intensifie et qui est de plus en plus marqué et qui montre l'installation de la masse grasse qui entoure la masse musculaire. Et c'est pour ça que, de nouveau, en termes de trompe-l'œil, on peut imaginer des membres qui n'auraient pas trop diminué en volume, mais qui signent malgré tout ici, je dirais, une apparition de tissu gras par rapport au tissu maigre. Diapo suivante.
Et donc l'analyse de poids est évidemment fondamentale. On voit bien que chez ces individus, l'indice de masse corporelle est probablement le même. Diapo suivante. Mais par contre, la composition intrinsèque, évidemment, nous fait apparaître des choses totalement différentes. Donc, il est important d'utiliser un appareil de composition fiable. Diapo suivante. Et c'est là, évidemment, où a toute la place la bioimpédancemétrie multifréquence, de façon à pouvoir mesurer de manière précise les indicateurs que Salomé nous a montrés en introduction. Diapo suivante. Nous allons donc maintenant aborder plus en détail la nutrition du muscle et de voir concrètement ce qu'il peut être fait pour maintenir une masse musculaire au long cours. Et si il y a une perte de masse musculaire, qu'est-ce qui peut être fait pour récupérer la masse musculaire? J'en profite d'ailleurs, avant de rentrer dans le détail de ces éléments qui permettent de soutenir la nutrition du muscle, c'est que l'on peut augmenter la masse musculaire de tout un chacun, quel que soit l'âge. Je n'ai pas aujourd'hui le temps de rentrer dans le détail d'études cliniques que j'ai eu l'occasion de mener dans un cadre universitaire, mais où on a pu mesurer que même chez les patients de plus de 85 ans, il était possible, après 2 mois déjà, de récupérer de la masse musculaire chez des individus chez lesquels nous n'avions rien changé en matière d'hygiène de sommeil, nous n'avions rien changé en matière d'activité physique, mais on avait uniquement joué sur le 3e axe qui était celui de la nutrition. Et ce sont ces éléments-là que je voudrais partager maintenant pour le restant de la présentation. Diapo suivante. Alors, quand on parle de nutrition du muscle, voici ceux que je voudrais aborder. On pourra en aborder d'autres, mais voici ceux que je voudrais mettre un petit peu en lumière pour vous montrer ce qu'il est capable de faire et en quoi ces éléments sont contributifs d'un maintien et d'un renforcement de la masse musculaire. Diapo suivante, nous allons commencer par les acides aminés. Diapo suivante. Et comme vous le savez, les besoins en protéines sont estimés environ aux alentours d'1 gramme de protéines par kilo de poids corporel chez les individus jeunes. Donc, quand on qualifie d'individus jeunes des personnes de moins de 40 ans, que ces apports peuvent évidemment fortement varier chez des sportifs et des sportifs de haut niveau en fonction du type d'activité physique de sport qu'ils mènent. Mais c'est un point qui est également important d'emblée à souligner, c'est que si l'on veut prévenir la sarcopénie, c'est qu'il faudra progressivement augmenter les apports protidiques par tranche d'âge. Donc on estime que à partir de 60 ans, il faut environ consommer 1,1 g de protéines par kilo de poids corporel. À 70 ans, on va être à 1,2 et comme ça, par tranche d'âge, on va monter pour arriver jusqu'à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel pour les patients plus âgés. Alors, ces besoins en protéines sont évidemment en fonction de la masse maigre de la personne ou de la masse maigre que la personne devrait avoir. Il est clair que l'objectif des apports en protéines n'est pas de nourrir une masse hydrique ou une masse grasse. Et c'est pour ça qu'on estime généralement, si on prend ici l'exemple d'un homme de 80 kg qui devrait avoir environ 25% de masse grasse. Et donc, sa masse maigre se chiffre environ à 60 kg. Et donc, pour reprendre les chiffres qui sont mentionnés juste au-dessus, c'est donc quelqu'un qui, en fonction de son âge et son activité physique, devrait avoir entre 48 et environ 90 grammes de protéines par jour. Diapo suivante. Point important, il est bon de savoir qu'avec le temps et avec l'âge, il y a une réponse anabolique qui est nettement moins bonne quand on prend de l'âge. C'est ce qu'on appelle une résistance à l'anabolisme. C'est ce que le diagramme en bas à droite vous montre par rapport à une situation basale. Lorsqu'on donne des apports protidiques de même quantité et de mêmes apports d'acides aminés avec glucose, mais on voit que la réponse anabolique est nettement meilleure chez les individus jeunes en noir par rapport à la zone grisée chez des personnes au-delà de 50 ans. Donc il y a une résistance à l'anabolisme et il faut en tenir compte en fonction des recommandations nutritionnelles que l'on peut faire auprès de son patient. Diapo suivante. Les protéines, ne pas oublier que lorsqu'on parle d'apport protidique, il faut avoir en tête une bonne répartition, je dirais déjà 50-50, animal-végétal serait pas mal,
mais on estime aujourd'hui, de façon à éviter une acidose, que l'idéal serait d'un tiers de protéines d'origine animale pour environ 2/3 de protéines végétales. Diapo suivante. Et que ces protéines sont plutôt à consommer au petit déjeuner, au repas de midi. C'est certainement le cas si on pratique le jeûne intermittent en sautant le repas du soir. C'est particulièrement à ce moment-là, non seulement pour une question de chronobiologie, également pour une question de production des neurotransmetteurs. C'est évidemment cette chronobiologie-là qu'on va conseiller également dans le cadre d'un jeûne intermittent, c'est de prendre les protéines au petit déjeuner et au repas de midi. Diapo suivante. Par rapport aux acides aminés, on sait qu'il y a environ 20 acides aminés, dont 8 qui sont essentiels. Alors ces acides aminés ont montré des choses intéressantes, c'est que vous voyez que lorsqu'on est à l'état de repos, on est à jeun, on fait de l'exercice physique, ben, le fait de faire de l'exercice physique permet de minorer une balance protéique négative. En orange, on voit qu'on se porte mieux que dans la zone rouge, c'est-à-dire que la balance protéique s'améliore mais n'est toujours pas positive. Par contre, si on est à l'état de repos et que l'on prend un bolus d'acides aminés, le simple fait de prendre ce bolus d'acides aminés va permettre de passer sur le côté positif de la balance protéique. Et il est clair que si on associe activité physique et bolus alimentaire d'acides aminés, on voit que la réponse anabolique est nettement supérieure. Donc, c'est la bonne approche qu'il faudra avoir en tête, des exercices contre résistance et un apport d'acides aminés. Diapo suivante. Maintenant, quand on parle d'acides aminés, il est bon aussi de savoir quand est-ce qu'il faut les prendre. Et on estime qu'il y a une fenêtre anabolique particulièrement intéressante qui se situe entre 30 et 60 minutes après la séance d'exercice. Donc vraiment d'essayer de prendre un bolus d'acides aminés rapidement après la fin de son activité physique. On peut consommer une barre protéique, on peut consommer du blanc de poulet, peu importe. Voilà, le fait, c'est d'apporter rapidement dans la demi-heure qui suit généralement ce bolus d'acides aminés. Diapo suivante. On va aborder parmi les acides aminés un acide aminé en particulier qui est celui maintenant de la leucine. Diapo suivante. Et la leucine en fait se retrouve généralement dans ce qu'on appelle les protéines de phthalate qui sont connues comme étant extrêmement efficaces pour stimuler l'anabolisme musculaire. Et elles sont particulièrement efficaces. Pourquoi ? Parce qu'elles sont rapidement digérées et donc vont permettre une réponse anabolique extrêmement rapide. On le voit d'ailleurs dans le schéma en bas à droite quand on compare la réponse anabolique de la protéine de phthalate par rapport à la caséine ou à la protéine issue du soja. Mais on voit clairement que à l'état de repos, lorsqu'on prend un bolus soit de protéines de phthalate, de caséine ou de soja et qu'on fait de l'exercice physique, on voit que la réponse anabolique est nettement plus importante. Diapo suivante. Elle est d'autant plus intéressante que lorsqu'on compare, je dirais, un patient qui est à jeun, à qui on va donner un repas complet, qui comprend donc les 3 grands macronutriments, les glucides, les protéines et les glucides, mais on voit qu'il y a une réponse anabolique qui s'ensuit, c'est ce qu'on voit dans la barre orange. Par contre, si on ne donne pas un repas complet, mais qu'on donne un bolus représentant les 20 acides aminés, on voit qu'on a une réponse anabolique qui est encore supérieure. Si on ne donne pas les 20 acides aminés et qu'on se contente de donner les 8 acides aminés essentiels, on voit qu'on a de nouveau une réponse anabolique identique à celle à ce qui correspondrait à la prise des 20 acides aminés. Et si on se focalise sur la leucine, la leucine à elle seule donne une réponse anabolique aussi efficace que les 7 autres acides aminés. Donc on voit à quel point la leucine a un effet très important sur la synthèse musculaire et sur ce côté très anabolisant. Et au niveau de l'OMS a émis des recommandations comme quoi pour un adulte de 70 kg, le besoin journalier en leucine est d'un petit peu moins de 3 grammes et pour info, on retrouve environ 2 grammes de leucine dans la consommation de 3 œufs, de préférence oméga 3 ou dans l'équivalent de 100 grammes de viande de bœuf bio. Diapo suivante.
Alors la leucine, son mécanisme n'est pas un mécanisme direct. La leucine, en fait, va activer une voie qu'on appelle mTOR, voie qui est également activée par la prise d'insuline, par l'activité physique, qui va donc stimuler un groupe enzymatique qu'on appelle mTOR, et quand ce groupe enzymatique est stimulé, légèrement stimulé, il va permettre la synthèse protéique. Alors, ce qui est aussi intéressant dans le cadre de la leucine et de la consommation de leucine, à des doses physiologiques tout à fait raisonnables, donc de moins de 3 grammes pour un adulte de 70 kg, c'est que la leucine va permettre également de prévenir la dégradation des protéines, donc un effet anticatabolique. Et c'est particulièrement utile chez les patients qui sont, par exemple, alités ou qui ne peuvent pas se mouvoir. Mais le fait de consommer, dans ce cas-là, de la leucine, de nouveau à cette dose physiologique, va permettre de freiner la fonte musculaire. Diapo suivante. Et comme on l'a vu au niveau des protéines de manière générale, il y a également une résistance à l'anabolisme musculaire de la leucine chez les patients qui sont au-delà de 50 ans. Et c'est pour ça qu'on voit que pour des patients jeunes, 1,7 g de leucine va permettre, je dirais, de stimuler la synthèse protéique, ce qui ne sera pas le cas chez les individus plus âgés. Il faudra, vous voyez, monter à près de 3 grammes de leucine déjà pour entraîner, je dirais, une réponse physiologique à la prise de leucine. Donc, il peut y avoir aussi, il faut ne pas l'oublier, dans le cadre de nos recommandations nutritionnelles, qu'il peut y avoir donc une résistance à l'anabolisme musculaire de la leucine chez les patients au-delà de 50 ans. Diapo suivante. Alors, un élément qui est souvent oublié, mais qui peut être peut-être très utile chez les personnes plus âgées, qui sont en EHPAD, à qui on pourrait certainement proposer de faire une activité physique, je dirais en fin de matinée, activité physique qui serait une activité physique plutôt d'exercice contre résistance au poids du corps, et à qui on donnerait au repas de midi ce qu'on va appeler un régime pulsé, c'est-à-dire environ 80% de l'apport en acides aminés au cours d'un seul repas. Plutôt que de les étaler au cours de 3 repas, on va essayer de donner environ 15% des apports en acides aminés au repas au petit déjeuner, 80% au repas de midi et relativement peu le soir. On sera plutôt sur un apport végétarien, on sera plutôt sur un apport en glucides lents et éventuellement un tout petit peu de protéines végétales. Mais on voit que le gros qui est suggéré ici est de donner ce régime pulsé dont on voit que lorsqu'on fait le bilan azoté, on voit que le régime pulsé permet grandement de positiver ce bilan azoté qui va signer également une augmentation de la synthèse musculaire. Diapo suivante. Troisième élément que je voulais aborder avec vous, qui est la vitamine D. Alors la vitamine D, diapo suivante, est un élément important parce qu'on sait toute l'importance que revêt la vitamine D dans le cadre du métabolisme osseux. Mais depuis quelques années, en fait, on a constaté qu'il y avait également des récepteurs à la vitamine D dans de nombreux tissus, autres que le tissu ostéo-articulaire, dont le muscle. Et donc la vitamine D va avoir un impact important sur l'expression d'un certain nombre de gènes, dont les gènes qui vont être responsables de la synthèse musculaire. Diapo suivante. Et comme on l'a vu au niveau de la perte de la masse musculaire ou de risque de perte de masse musculaire, on voit de nouveau qu'il y a vers l'âge de 40 ans et 50 ans une accélération d'une moindre réceptivité de ces récepteurs à la vitamine D quand on prend de l'âge, d'où évidemment l'importance d'avoir un bon statut en vitamine D qui, comme vous le savez, doit évidemment largement dépasser les 30 nanogrammes par millilitre de vitamine D dans le sang, qui sont là juste pour rencontrer les besoins pour la masse ostéo-articulaire. Par contre, si l'on veut que la vitamine D puisse exercer ses autres fonctions, entre autres ses fonctions sur le plan immunitaire ou ses fonctions sur le plan du maintien de la masse musculaire, on sait qu'on doit beaucoup plus viser
des normes de l'ordre de 50 à 60 nanogrammes par millilitre de sang, c'est évidemment très très important, en essayant bien sûr de se supplémenter tout l'hiver, ce qu'une grande partie de la population ne fait toujours pas, et malheureusement les personnes âgées non plus, d'autant qu'on sait également que lorsqu'on prend de l'âge, le fait de s'exposer aux rayons UVB du soleil lorsqu'ils sont présents, que ce soit en se supplémentant sur le plan alimentaire à travers la consommation d'œufs ou de poissons, par exemple, c'est que de nouveau la réponse anabolique va être minorée chez les personnes âgées. Donc on sait que la prise de vitamine D doit augmenter de manière significative chez les personnes plus âgées, si on veut aussi permettre une bonne fonctionnalité de ces récepteurs à la vitamine D au niveau musculaire. Diapo suivante. Alors voilà, d'autres études complémentaires qui montrent tout le rôle de la vitamine D, à la fois sur le plan de la fonctionnalité musculaire, où on voit que en fonction d'exercices qui sont donnés, ce sont les schémas en bas à gauche, que ce soit un temps de parcours qui soit réalisé ou le nombre de répétitions assis debout qu'un patient est capable de faire, mais on voit que à partir du moment où la concentration sérique augmente, que le temps pour parcourir une distance diminue, donc la personne marche de plus en plus vite lorsque la concentration sérique en 25 OHD est présente. De même aussi le temps pour faire un certain nombre de répétitions, ce temps va également diminuer en fonction d'une augmentation de la concentration sérique en vitamine D, ce qui est évidemment très important. Et sur la partie droite, on est là beaucoup plus sur une question de force musculaire qui va permettre de mesurer la force de préemption. Et on voit de nouveau qu'une augmentation, je dirais, des normes au niveau de la concentration en vitamine D dans le sang va faire que la perte d'intensité de poigne diminue. Donc, en fait, on maintient une force de préemption plus élevée avec des taux de vitamine D plus importants. Diapo suivante. Intéressant aussi d'avoir en tête, on a vu tout l'intérêt de la vitamine D, de la leucine il y a un instant. Ici, lorsque l'on combine leucine et vitamine D, en fait, il y a un effet de potentialisation de la réponse anabolique lorsqu'on consomme de la leucine avec la vitamine D. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de ne pas oublier ces apports physiologiques de leucine d'un peu moins de 3 grammes pour un individu de 70 kilos et d'avoir également de bons apports en vitamine D. Alors, c'est clair que si on a au début de l'hiver un statut en vitamine D qui est aux alentours de 50-60 nanogrammes par millilitre de sang, et on estime généralement qu'un apport quotidien de 3000 unités internationales de vitamine D seront suffisants que pour sortir de l'hiver en ayant toujours ces taux de l'ordre de 50 à 60 nanogrammes par millilitre de sang de vitamine D. Donc ce sont des éléments qui sont intéressants à avoir en tête. Diapo suivante. Avant-dernier point que je voulais aborder avec vous, qui est la créatine. Diapo suivante. Alors la créatine, on le sait, se retrouve généralement dans les protéines d'origine animale, plutôt dans la viande et dans le poisson, qui est d'ailleurs un élément qui est non essentiel, puisque la créatine peut être synthétisée par notre organisme, que ce soit par le foie, par le rein ou par le pancréas, au départ de 3 acides aminés, que sont l'arginine, la glycine et la méthionine. Alors on estime de nouveau que pour un individu d'environ 60 kg, les apports quotidiens en créatine sont de l'ordre de 2 à 3 grammes et que la moitié doit être en principe, si on n'a pas une alimentation qui exclut l'apport de protéines animales, qui doit être apporté par l'alimentation. Diapo suivante. Et qu'en fait, la créatine, il faut vraiment bien penser la créatine beaucoup plus comme une réserve d'énergie qui, étant située au niveau du muscle, va permettre, je dirais, d'apporter et de libérer rapidement de l'énergie. On parlera de phosphocréatine et qui va en fait permettre, je dirais, une activation de la synthèse musculaire, puisqu'on va avoir une capacité, une énergie, une espèce de renforcement de l'ATP au niveau mitochondrial et qui va permettre d'exercer un certain nombre d'exercices supplémentaires. Diapo suivante.
On estime d'ailleurs que aujourd'hui beaucoup de sportifs et d'athlètes utilisent de manière chronique la créatine pour maintenir, voire renforcer leur masse musculaire, et que jusqu'il y a peu, les stratégies de supplémentation étaient d'apporter chaque jour environ 20 grammes de créatine par supplémentation pendant 5 jours, et puis de faire une fenêtre d'abstinence pendant 2 jours ou d'un maintien à 3 à 5 grammes. En fait, aujourd'hui, les études les plus récentes, et qui remontent déjà à 2008, en fait, ont démontré que cette stratégie de supplémentation par charge de 20 grammes pendant 5 jours n'est pas du tout indispensable. Si on prend de manière continue 3-5 grammes, ben, ce sera tout à fait aussi efficace au niveau du maintien de la masse musculaire que le protocole de charge de l'ordre de 20 grammes par jour. Donc, il n'est pas nécessaire d'augmenter de manière importante cette supplémentation en créatine. Diapo suivante. On voit d'ailleurs sur ces 2 graphes l'impact de la créatine à gauche sur la force musculaire, donc cette capacité à pouvoir pousser des haltères, une charge très lourde au niveau des haltères. Donc là, on voit une capacité à pouvoir pousser, donc à avoir une force qui est importante. Et la créatine va avoir, graphique de droite, va avoir comme potentialité également, c'est de réduire la fatigue, donc d'avoir une capacité de répéter un certain nombre d'efforts. Et on voit que par rapport à un groupe contrôle, le fait de prendre la créatine permet de maintenir et de répéter beaucoup plus souvent le lever d'une charge relativement lourde, et d'ailleurs plus lourde que celle que l'on retrouve dans le groupe contrôle, dans le groupe témoin. Diapo suivante. Dernier élément, la citrulline. Diapo suivante, voilà. Donc la citrulline donc, est un acide aminé qui n'est donc pas protéinogène, puisqu'il est produit exclusivement dans l'intestin sans recourir à un métabolisme hépatique, qui est, je dirais, métabolisé au départ de la glutamine et de l'arginine. Et donc, en fait, le rôle de la citrulline, qui est également un effet un petit peu indirect, tout comme la leucine était un effet indirect par rapport à ce groupe enzymatique mTOR, ben, la citrulline va permettre, en fait, d'optimiser l'anabolisme musculaire grâce à cette capacité augmentée de voir les fibres musculaires absorber de manière efficace les acides aminés qui sont apportés par l'alimentation ou par la supplémentation. Donc c'est une espèce de super véhicule, si vous voulez, des acides aminés au niveau je dirais, du muscle, de façon à ce que le muscle ait une capacité d'utiliser au mieux les acides aminés auprès des fibres musculaires. En général, les études cliniques ont démontré que les stratégies de supplémentation, c'est comme un petit peu à l'instar de la créatine, serait d'apporter environ 3 grammes par jour de citrulline, qui seront relativement difficiles à trouver au départ de sources alimentaires, parce que comme on le voit là, on va retrouver environ 100 grammes de citrulline dans 100 à 350 mg, pardon, on va retrouver 100 à 350 mg de citrulline pour 100 grammes de pastèque, à peine 14 mg de citrulline pour 100 grammes de concombre. Bon voilà, on a compris qu'on aura difficile de pouvoir se gaver en pastèque, on n'a déjà pas toute l'année, et en concombre, de façon à pouvoir atteindre ces 3 grammes de citrulline par jour. Diapo suivante. Et donc, la citrulline va permettre d'améliorer, donc je parlais de ce véhicule, donc d'améliorer le flux sanguin par la sécrétion d'arginine dans le sang, dont on sait que cette arginine produite dans le sang va permettre une production élevée, plus élevée d'oxyde nitrique qui va concourir à un bon flux sanguin, donc c'est un élément qui est important. Mais la citrulline a également d'autres vertus qui sont loin d'être négligeables, parce qu'elle va permettre un rééquilibrage du pH musculaire, donc va permettre une meilleure récupération, que ce soit dans le cadre de sports explosifs, comme l'haltérophilie ou le 100 mètres, ou que ce soit des sports, je dirais, plutôt en endurance, comme le semi-marathon ou le marathon. Et enfin, certainement dans le cadre du maintien et d'un renforcement de la masse musculaire, la citrulline va également permettre d'augmenter les sécrétions naturelles d'hormones de croissance, dont on sait que l'hormone de croissance à l'âge adulte n'a plus comme vertu
je dirais, de nous faire grandir, mais plutôt, je dirais, d'assurer des fonctions anaboliques importantes, entre autres au niveau du tissu musculaire. Diapo suivante. Je dirais donc en conclusion, je dirais que le vieillissement, on l'a bien compris, n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable. Les dernières études ont démontré que nous vivrions en France jusqu'à 75 ans en bonne santé, mais qu'au-delà, ça peut devenir compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment strictement indispensable d'avoir en tête d'adapter son mode de vie, je dirais dès l'âge de 40-50 ans, en bougeant suffisamment. Et plus, je dirais, on prend de l'âge, plus il faut avoir en tête que le type d'activité physique que l'on va faire va être plutôt de délaisser progressivement les activités, je dirais, d'endurance pour privilégier des activités contre-résistance. Et donc, si aujourd'hui on recommande, une fois l'âge de 60 ans, de faire 5 moments d'activité sur la semaine, il sera probablement judicieux de ne consacrer qu'1 à 2 sessions par semaine sur les sports d'endurance et plutôt de privilégier 3 à 4 sessions par semaine dans le renforcement musculaire. Le sommeil, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de l'aborder, mais n'oubliez pas que le sommeil, indépendamment des capacités de récupération évidentes que va entraîner un sommeil de qualité, c'est que qui dit sommeil de qualité va également signifier production de l'hormone de croissance. Je viens d'y faire allusion. Cette hormone de croissance qui est produite de manière suffisante si on a un sommeil en quantité et en qualité qui sont également suffisantes, le sommeil va permettre de produire cette hormone de croissance et cette hormone de croissance va également venir soutenir, je dirais, le renforcement musculaire. Et au niveau de la nutrition du muscle, j'ai essayé de faire un flash sur quelques nutriments qui me paraissaient importants. Vous verrez d'ailleurs probablement dans les années qui viennent d'autres éléments novateurs qui aujourd'hui font l'objet de publications plus récentes où certains polyphénols, et en particulier les polyphénols de grenade, ont démontré que lorsqu'ils sont métabolisés au niveau d'un microbiote en bonne santé qui ne souffre pas de dysbiose, que ces polyphénols de grenade vont également concourir à produire à travers l'acide élagique des métabolites. Et ces métabolites vont également concourir à maintenir et à renforcer la masse musculaire. Donc simplement pour dire qu'avoir une alimentation riche en polyphénols et peut-être particulièrement en polyphénols de grenade sont également des voies intéressantes et complémentaires à ce que j'ai essayé d'évoquer au niveau de la nutrition du muscle. Diapo suivante. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais terminer cette présentation avant de prendre quelques questions s'il y en a, de dire que, bon, on voit qu'au début, on risque d'utiliser le même type de soutien au déplacement. L'objectif, évidemment, avec une santé musculaire au diapason, c'est de pouvoir être autonome et de pouvoir le plus longtemps possible, de manière efficace, je dirais, pouvoir utiliser les muscles squelettiques des membres de façon à se déplacer de manière efficace. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je suis à votre écoute pour toute question. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette présentation qui est super intéressante. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je vais prendre le relais pour les questions. Oui. Question de Aurélia. Sujet plus âgé, quel est l'âge? Alors, je pense qu'Aurélia, votre question portée sur un slide, il faudrait me dire de quoi il s'agissait exactement. Autre question, pourriez-vous nous partager un tableau de référence sur le taux de masse musculaire selon l'âge et le sexe? Je vais peut-être me tourner vers Salomé parce qu'il existe des tables effectivement qui sont utilisées entre autres par le Biodie Expert. Donc je suppose que ce sont des tables qui pourraient être communiquées aux participants. Alors, on a également une question en live sur Facebook concernant le jeûne. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre. C'est concernant le jeûne intermittent chez les sujets de 80 ans.
Alors le jeûne intermittent, dont je vous rappelle que le fonctionnement, c'est de limiter la plage alimentaire à environ 8 heures sur 24 heures, donc de laisser pendant environ 14 à 16 heures le pancréas complètement au repos. Et en fait, ce jeûne intermittent a démontré des vertus intéressantes, pas tellement, je dirais, en termes de perte de poids global, mais en tout cas démontrer une diminution de la masse grasse et en particulier de la masse grasse viscérale. Et ce jeûne intermittent peut être pratiqué à tout âge. Donc, il n'y a strictement aucun souci de mener du jeûne intermittent chez des personnes de 80 ans ou plus. Je dirais d'ailleurs que dans les EHPAD, ils font déjà pratiquement une espèce de jeûne intermittent dans la mesure où il y a quand même une longue plage horaire pendant lesquelles ces personnes ne mangent pas. On pourrait d'ailleurs, en fonction de la qualité du plateau repas qui est généralement proposé, c'est que ce serait même carrément de faire l'impasse du repas du soir, à condition d'avoir des apports nutritionnels je dirais respectés au cours du repas du petit déjeuner et du déjeuner, dont on sait que malheureusement, dans la majorité des cas, ces besoins ne sont pas rencontrés parce que si on a affaire à une personne qui ne pèse ne fût-ce que 60 kilos, qui a 80 ans, ben cette personne devrait consommer environ 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel. Donc, cette personne devrait consommer environ 90 grammes de protéines par jour. Je vous file mon billet qu'il n'y a aucune EHPAD aujourd'hui en France qui offre 90 grammes de protéines de manière quotidienne à leurs résidents, ce qui explique évidemment que lorsqu'on se retrouve dans ces institutions, le risque de dénutrition et de sarcopénie ne fasse que en s'accélérant. Bonjour, j'ai une question. Je suis arrivé un petit peu en retard à la présentation, donc je m'en excuse. Par contre, sur toute la partie dont vous avez parlé sur les suppléments en citrulline, etc., en différents nutriments, moi j'ai une petite interrogation sur le fait que la supplémentation, déjà, comment est-ce qu'elle est calculée par rapport au poids et l'activité de la personne? Et ensuite, est-ce qu'elle n'engendre pas aussi une déficience du système à produire ces mêmes nutriments du fait que le corps a un apport extérieur? Je vous remercie. Jean-Pierre, vous devez activer votre micro, s'il vous plaît, on vous entend. Pardon, excusez-moi, c'est levé. Il est évident que les apports auxquels j'ai fait allusion, ce sont généralement des apports aujourd'hui quand on fait des recommandations au niveau des acides aminés de manière générale. Ce sont des apports qui tiennent compte d'abord du poids de l'individu, relativement peu de son niveau d'activité physique. Et j'ai déjà essayé de qualifier un tout petit peu les apports protidiques qui ne tenaient pas compte du poids global du patient, mais qui tenaient compte beaucoup plus de la masse maigre du patient. Et donc, si on a affaire à un patient qui a une masse maigre qui est qui est en bonne santé, si c'est un individu, on va dire de moins de 40 ans ou de moins de 45 ans, on sait qu'aujourd'hui, des apports de l'ordre de 0,8 g à 1 g de protéines par kilo de poids corporel de masse maigre seront suffisants que pour maintenir cette masse maigre. Et donc, j'ai simplement voulu indiquer, par rapport à des recommandations nutritionnelles qui sont à faire, il y a l'apport en protéines de manière globale. Si on veut être un peu plus sélectif, au niveau des apports protéiques, par exemple chez quelqu'un qui mange pas ou mange peu, s'il y a un acide aminé en particulier à privilégier, c'est probablement de penser à la leucine, puisqu'on a vu que la leucine à elle seule a, je dirais, une réaction anabolique aussi importante que les 19 autres acides aminés ou les 7 autres acides aminés essentiels. Donc c'est là que j'ai essayé d'indiquer. Et donc il est clair que la première voie à laquelle il faut penser, c'est évidemment toujours l'assiette. Je ne parle pas de supplémentation, c'est d'abord l'assiette. C'est pour ça que je vous ai indiqué, par exemple, au niveau de la leucine, que les œufs, 3 œufs, oméga 3 ou 100 grammes de viande bio sont de nature à apporter ce qu'il faut généralement en termes de leucine chez un patient de 70 kg. Merci Jean-Pierre. J'ai une question également de Cédric qui demande, notamment par rapport aux 30 grammes d'absorption par repas, dans l'éventualité de consommer, comme vous disiez, 80% sur le repas du midi.
Oui, et la question donc est? Mais du coup, est-ce que ça reste 30 grammes par repas ou pas par rapport aux 80% sur le repas du midi? Alors, c'est clair que moi, je n'ai pas parlé de 30 grammes par C'est vrai. repas. Je vais pas parler de 30 grammes par repas. Ce que j'ai essayé d'indiquer, c'est que si, par exemple, Oui. un individu doit consommer 60 grammes par jour, ben le régime pulsé a montré que si l'on consomme 80% de ces 60 grammes, donc environ 48 grammes de protéines au cours d'un repas, la réponse anabolique sera particulièrement importante. Donc, on peut imaginer que le schéma alimentaire de certaines personnes, et surtout celles qui font le régime ou cette approche alimentaire du jeûne intermittent, mais ce serait de prévoir un petit déjeuner qui va contenir environ 12 grammes de protéines. Donc, c'est l'équivalent d'un œuf et de 50 grammes de volaille, par exemple, de filet de volaille, et de consacrer 48 grammes sur le temps de midi à gérer là, des apports protéiques qui sont beaucoup plus importants. Donc, on est à la fois dans le respect du jeûne intermittent et en même temps dans le cadre de ce régime pulsé qui a montré, je dirais, une réponse anabolique qui était relativement intéressante. Merci Jean-Pierre. J'ai une autre question concernant nos aînés pour l'absorption des protéines. Comment faites-vous? Mais, au niveau de l'absorption des protéines, si la question est est-ce que les personnes ont difficile à manger et à manger de la viande, ben, il est clair qu'il faut pas uniquement, il est clair que la santé buccale est un élément important. Je n'ai pas eu l'occasion de l'expliquer, mais on sait que je dirais la qualité de la digestion commence au niveau de la bouche, au niveau de la capacité à mâcher, puisque ça va permettre la stimulation d'un certain nombre d'enzymes digestifs qui vont préparer tout le travail du tube digestif. Et il est clair que des protéines qui sont mal digérées, qui sont mal absorbées, ben, malheureusement seront moins bien assimilées et peuvent même faire un terrain pro-inflammatoire. Donc, chez des patients qui ont des difficultés, je dirais, à mâcher, ben, on peut peut-être aussi recourir à l'utilisation de protéines végétales. Hein. Si on se prépare un houmous, si on consomme des pois chiches écrasés, ben on aura déjà beaucoup plus facile à pouvoir les consommer. Et chez les patients qui ont vraiment de grandes difficultés sur le plan de la mastication ou simplement le fait de s'alimenter devient compliqué, mais il faudra peut-être recourir je dirais, à des protéines que l'on va reconstituer à travers des boissons liquides et qui vont permettre d'apporter malgré tout le bolus attendu d'acides aminés. Une question de Vincent. Concernant les CNO, les apports cités en caséine et en acides aminés sont-ils respectés en caséine? Je n'ai pas entendu le début de la question, excuse-moi. Oui, donc concernant les CNO, les apports cités en caséine et en autres acides aminés sont-ils respectés? En leucine, du coup. Alors, je dirais la leucine, on a vu qu'il faut pas grand-chose comme leucine au niveau de l'assiette, hein, puisqu'on pour un individu de 70 kg, on est sur moins de 3 grammes de leucine. On a vu que 100 grammes de protéines animales, de viande, vont pratiquement apporter 2 grammes de leucine. Donc, théoriquement, les apports alimentaires sont largement suffisants. Il n'est pas nécessaire de se supplémenter et de prendre des suppléments de leucine, d'autant que l'on sait que la suractivation de ce groupe enzymatique mTOR auquel j'ai fait allusion, qui réagit à la fois à la leucine, à l'insuline et à l'activité physique, on sait que la suractivation de ce groupe enzymatique mTOR est une voie pro-inflammatoire. Donc, il ne s'agit pas de se gaver de leucine en disant je vais dépasser une fois, 2 fois, 3 fois les apports alimentaires recommandés de façon à surstimuler mTOR et donc de surstimuler une réponse anabolique. Pas du tout. Il faut le faire toujours dans un cadre purement physiologique. Et donc, la stimulation physiologique d'mTOR non exagérée en apportant par l'alimentation un petit peu moins de 3 grammes de leucine pour un individu de 70 kg fonctionneront parfaitement bien. Merci Jean-Pierre. Il nous reste 2 questions. Donc, toujours de Vincent. Que pensez-vous de la glycine? Des études montrent une prise de masse musculaire chez les personnes âgées avec une prise de 9 grammes par jour. Je ne connais pas l'étude. Maintenant, on a vu que
je dirais, il y a un certain nombre d'éléments nutritionnels qui peuvent être synthétisés et qui peuvent augmenter la synthèse protéique au départ de certains acides aminés, dont la glycine. Donc, je ne suis pas surpris qu'une étude ait pu démontrer une réponse anabolique favorable à une consommation de glycine. Je n'en connais pas la dose, mais je n'en suis pas plus surpris que cela, en tout cas. Merci. Question de Mado. Un jeûne intermittent en éliminant le petit déjeuner n'est donc pas recommandé en prenant de l'âge, afin de mieux assimiler les protéines. Alors, le jeûne intermittent, on sait que le jeûne intermittent peut se pratiquer généralement de deux manières. Soit, on va sauter le repas du soir et on va prendre un petit déjeuner et un déjeuner, plutôt sur l'heure de 14 heures, le déjeuner. Soit, et en particulier chez des personnes qui estiment ne pas avoir une sensation de faim le matin, préfèrent faire un jeûne intermittent en consommant un repas, on va dire, vers 13 heures, un déjeuner, et un repas le soir, un dîner vers 19-20 heures. Sur le plan métabolique, les deux vont fonctionner aussi bien. Sur le plan de la masse musculaire, un jeûne intermittent qui ferait l'impasse du petit déjeuner fonctionnera tout aussi bien. Je rappelle simplement à ce moment-là que je privilégierai quand même la prise des protéines animales sur le temps de midi pour réserver au soir les apports en protéines végétales et d'avoir quand même une assiette qui privilégie l'ensemble des protéines plutôt sur le temps de midi plutôt que le soir, puisqu'on sait que ce n'est pas vraiment le soir que sur un plan de la chronobiologie, on va augmenter ces apports au niveau des acides aminés. La différence donc ne tient pas tant au niveau de la masse musculaire, mais peut avoir un retentissement au niveau des neurotransmetteurs, dont on sait que lorsque on prend un petit déjeuner protéiné, on va permettre la synthèse d'un certain nombre de neurotransmetteurs, dont entre autres la dopamine. Et donc chez des personnes qui ont des difficultés de démarrage et des difficultés de concentration le matin, j'éviterais de sauter le petit déjeuner et d'essayer plutôt de sauter le repas du soir et d'avoir un petit déjeuner et un déjeuner riche en protéines. Merci Jean-Pierre pour votre temps, pour vos explications et votre présentation. Nous avons terminé ce webinaire. Au niveau des questions, je ne vois pas d'autres questions sur Facebook et sur Zoom. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci à vous tous également. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Salomé. Et à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci. Au revoir.